Après la rencontre chaleureuse entre le président russe et américain Volodymyr Zelensky se rend à Washington, accompagné de ses alliés européens lundi. Le journal sur RT en français depuis Moscou. Bonsoir à tous. Les négociations en Alaska ont une nouvelle fois mis en évidence les conditions d'une paix durable en Ukraine. Volodymyr Zelensky n'est pas d'accord avec ces propositions et lundi 18 août, il se rendra à Washington. Cette fois-ci, pour éviter un fiasco similaire à celui du mois de février, il sera entouré d'un groupe de soutien. Les précisions avec Daria Vaganova. Il y a 2 jours, la plus grande ville de l'Alaska, la ville d'Anchorage, a accueilli un sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais le tsunami médiatique semble ne pas se calmer. Ces pourparlers entre les 2 présidents russes et américains ont poussé Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens à s'activer et réfléchir à la paix. Aujourd'hui, lors de sa visite à Bruxelles, Volodymyr Zelensky a donné une conférence de presse commune avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et il a commenté pour la première fois sa position sur un certain nombre de propositions de règlement pacifique qui étaient discutées entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage. Les exigences de Poutine sont nombreuses, mais nous ne les connaissons pas toutes. Et si elles sont aussi nombreuses que nous l'avons entendu, alors il faudra du temps pour toutes les examiner. Il est impossible d'y procéder sous la pression des armes. Il est donc nécessaire d'obtenir un cessez-le-feu et de travailler rapidement sur un accord final. Deuxièmement, nous avons besoin de véritables négociations, c'est-à-dire qu'elles doivent commencer de là où est la ligne de front en ce moment. La ligne de contact est le point de départ pour les négociations et les Européens soutiennent cette idée. Et nous sommes reconnaissants à tout le monde. La Russie n'a toujours pas obtenu de succès dans la région de Donetsk. En 12 ans, Poutine n'a pas été capable de la conquérir et la constitution ukrainienne rend impossible toute cession de territoire ou tout échange de terres. Les discussions à Washington mentionnées par Volodymyr Zelensky auront lieu le 18 août. Selon Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, le sujet principal de ces entretiens dans le bureau aval serait l'échange de territoire. Steve Witkoff espère qu'un accord serait conclu prochainement. Les dirigeants européens accompagneraient Volodymyr Zelensky pour éviter une répétition de la fameuse dispute entre Donald Trump et le président ukrainien non légitime dans le bureau ovale. De plus, Steve Witkoff a commenté les résultats du sommet historique en Alaska en déclarant que la Russie et les États-Unis avaient remporté un succès retentissant et que les résultats de la rencontre ont dépassé toutes les attentes. Steve Witkoff a aussi déclaré que Trump et Poutine se sont mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine et l'Europe et qu'un cessez-le-feu n'est désormais pratiquement plus nécessaire en Ukraine car c'est un accord de paix qui est en discussion. Steve Witkoff a aussi déclaré que Moscou a fait des concessions concernant 5 régions. Les Russes ont fait quelques concessions à la table des négociations concernant ces 5 régions. Il reste une discussion importante à mener au sujet de Donetsk et de ce qui pourrait s'y passer. Cette discussion sera spécifiquement approfondie lundi lorsque le président Zelensky arrivera avec sa délégation et certains autres dirigeants européens. J'espère que nous pourrons alors trancher et prendre des décisions sur le champ à ce sujet. L'agence Reuters, qui cite ses sources, serait au courant de la position de Moscou. Selon les propositions de paix dont Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté lors de leur sommet en Alaska, la Russie renoncerait à de petites parties du territoire ukrainien occupé et Kiev céderait des pans entiers de ses terres à l'est que Moscou n'a pas été capable de conquérir, ont indiqué les sources au courant de la position de Moscou. Vous vous souvenez de la position de Volodymyr Zelensky qui exigeait un cessez-le-feu temporaire et disait qu'après cela, il serait prêt à se mettre à la table des négociations. Ces exigences étaient d'ailleurs soutenues par Bruxelles, mais après que Donald Trump a annoncé que la meilleure façon de régler le conflit ukrainien n'est pas cessez-le-feu, mais un accord de paix, Ursula von der Leyen a changé d'avis. Je pense que ce n'est pas le terme qui est important, mais bien le résultat. Ce résultat doit être la fin de l'effusion de sang. C'est le plus important. Fin de l'effusion de sang, que nous appelions cela un cessez-le-feu ou un accord de paix. C'est la première chose.
C'est pourquoi il est très important d'avoir le plus vite possible une réunion trilatérale entre les présidents ukrainiens, américains et russes. Je pense qu'il est très important de respecter des délais précis. Alors, ce n'est pas le terme en soi qui prime, mais bien son contenu. Il y a quelques heures, Donald Trump a écrit sur son réseau social Truth Social que l'Ukraine sera obligée de céder une partie de ses territoires à la Russie. Dans les médias circule aussi l'information selon laquelle Donald Trump veut organiser une réunion trilatérale entre lui, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Il s'agit donc des médias Axios et CNN. Si une telle réunion se déroule, alors ce sera la première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine depuis le début du combat, et cette réunion pourrait avoir lieu selon ces médias le 22 août. Après que Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu une réunion extrêmement chaleureuse et amicale en Alaska, Volodymyr Zelensky se précipite à Washington pour espérer avoir son mot à dire dans le processus. Cependant, la dernière réunion officielle entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky s'est terminée sur ce que The Guardian a décrit comme l'une des plus grandes catastrophes diplomatiques de l'histoire récente. En prévision de cette nouvelle rencontre, voici le rappel de ce qui s'est passé au mois de février dernier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le 28 février 2025 est un jour que Volodymyr Zelensky aurait sans doute préféré oublier. Sa rencontre avec Donald Trump était consacrée au thème habituel, le soutien à l'Ukraine dans le conflit, ainsi que l'accord prévu sur les minéraux. Bien que la réunion ait commencé avec une réplique sarcastique de Trump à l'adresse de Zelensky sur sa tenue, vous êtes sur votre 31 aujourd'hui, globalement le rendez-vous s'était déroulé sur un ton neutre. Trump, Zelensky et J.D. Vance répondaient aux questions des journalistes jusqu'au moment où le politicien ukrainien a commencé à reprocher ouvertement aux États-Unis de vouloir résoudre le conflit par la voie diplomatique. Je vais répondre à cela. Écoutez, pendant 4 ans, aux États-Unis, nous avons eu un président qui, lors des conférences de presse, a tenu des propos durs à l'égard de Vladimir Poutine. Puis, Poutine a envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. La voie vers la paix et la prospérité passe peut-être par la diplomatie. Nous avons tenté la voie de Joe Biden en bombant le torse et en prétendant que les paroles du président américain comptaient plus que ses actes. Ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est sa diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. D'accord. Il a donc occupé nos territoires, de grandes parties de l'Ukraine, des parties dans l'Est et la Crimée. Il les a occupés en 2014. Pendant de nombreuses années, je ne parle pas seulement de Biden, mais de l'époque du président Obama, puis du président Trump, puis du président Biden, et maintenant le président Trump, qui avec l'aide de Dieu maintenant l'arrêtera. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. En 2019, étant président nouvellement élu, j'ai signé un accord avec lui. Avec Poutine, Macron et Merkel, nous avons signé un accord de cessez-le-feu, et ils m'ont tous dit qu'ils ne le respecteraient jamais. Nous avons signé un contrat de fourniture de gaz avec lui. Un contrat de fourniture de gaz. Oui, mais il a ensuite violé ce cessez-le-feu. Il a tué notre peuple et a refusé d'échanger des prisonniers. Nous avons signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il ne l'a pas respecté. De quel genre de diplomatie parlez-vous, JD? Que voulez-vous dire? Je parle du genre de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Après cette première incartade, le ton ne pouvait que continuer de monter. J.D. Vance, accusé de ne pas comprendre les problèmes de l'Ukraine, à son tour a rappelé que l'Ukraine menait des tournées de presse de propagande. Curieusement, plus tard, les journalistes ont remarqué que pendant que Vance parlait, Zelensky marmonnait sous son nez quelque chose de très similaire à une grossièreté en langue russe. Êtes-vous déjà allé en Ukraine pour parler des problèmes que nous rencontrons? Venez au moins une fois. Je suis allé, en fait, j'ai vu et suivi des reportages et je sais que vous amenez des gens en tournée de propagande, Monsieur le Président. Contestez-vous le fait d'avoir du mal à recruter dans votre armée? Comme le président américain l'a remarqué, Volodymyr Zelensky était habillé de manière inappropriée pour une réunion officielle. Le contraste était particulièrement saisissant avec le costume de Trump à quelques centimètres de lui. Alors que le dirigeant américain avait opté pour un costume officiel bleu pour négocier, l'Ukrainien avait enfilé un long polo noir avec un symbole ukrainien. Lorsque les journalistes ont fait remarquer que son accoutrement était irrespectueux, Zelensky leur a répondu avec défi. Ma deuxième question pour le président Zelensky, pourquoi ne portez-vous pas de costume? Vous êtes dans le bureau du plus haut échelon de ce pays et vous refusez de porter un costume. Avez-vous un costume? Y a-t-il un problème? Ouais, beaucoup d'Américains ont un problème avec le fait que vous ne respectiez pas la dignité de cette fonction. Vraiment?
Peut-être que j'en porterai un lorsque la guerre sera terminée. Oui, peut-être un comme le vôtre. L'enregistrement vidéo de la réunion de février se passe de commentaires et même de traductions puisque la nervosité de Zelensky était particulièrement palpable. Expressions vindicatives, sourcils froncés, regard agressif, frottement nerveux des paumes, tout laissait croire que le politicien ukrainien n'était pas habitué à un environnement aussi tendu. Parallèlement, cela ne l'a pas empêché de continuer à faire des déclarations contre l'administration américaine. Même Donald Trump, qui est resté silencieux presque tout le temps durant la querelle entre Zelensky et Vance, s'est fâché lorsque le politicien ukrainien a déclaré que les États-Unis ressentiraient nécessairement les effets de la guerre, malgré l'océan qui sépare les continents. Vance a souligné à son tour que Zelensky ferait mieux de dire merci aux États-Unis pour toute l'aide fournie. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you, your far country. more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Alors que la tension dans le bureau ovale atteignait son paroxysme, la réunion s'est terminée et l'homme politique ukrainien a quitté Washington à la hâte. Plus tard, Donald Trump a publié un post déclarant que le comportement de Zelensky était inacceptable et que de toute évidence, le politicien ukrainien n'était pas prêt pour la paix. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion significative à la Maison-Blanche. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il aurait été impossible de comprendre sans une conversation sous une telle pression. C'est incroyable ce qui ressort à travers l'émotion, et j'en suis arrivé à la conclusion que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix. Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Le comportement de Zelensky en février a choqué jusqu'à ses partisans. Le sénateur américain Lindsey Graham, connu pour son soutien inconditionnel à l'Ukraine, a qualifié la réunion de catastrophe totale. Apparemment, les membres de la délégation ukrainienne l'ont compris aussi. Et la coalition des volontaires a appelé à la cessation des hostilités sans arrêter d'armer l'Ukraine et en maintenant la pression sur la Russie. Emmanuel Macron a également tenu à rappeler que c'est lui qui déterminait la composition des forces armées ukrainiennes. Tout le travail qui a été fait par la coalition des volontaires que nous avons bâti, qui consiste à dire quel est le format d'armée ukrainienne pour que la paix justement soit juste et durable. Et ça, c'est une condition à poser sur la table. Et il ne peut pas y avoir de division entre les Ukrainiens, les Européens, les Américains sur ce point. C'est ce que nous irons consolider demain. Tout accord qui reposerait sur l'absence d'une armée ukrainienne, sur la réduction d'une armée ukrainienne, serait un accord insincère, voué à ne pas être respecté. Vladimir Poutine et Donald Trump ont attiré l'attention du monde entier lors du sommet en Alaska. Cependant, l'Union européenne, qui n'apprécie pas cette évolution rapide des événements, n'a pas eu voix au chapitre, voyant les présidents russes et américains se rapprocher. L'Europe refuse de rester à l'écart et promet de continuer à fournir des armes au régime de Kiev. L'Europe souhaite continuer à armer l'Ukraine malgré les contacts entre la Russie et les États-Unis. Laissés sur le bord de la route qui mène à la paix, les pays européens tentent de faire entendre leur voix. Ainsi, Paris, représenté par le ministre délégué chargé de l'Europe, rejette l'idée d'une démilitarisation de l'Ukraine et considère le renforcement de son armée comme une garantie de sécurité. C'est le travail que nous faisons avec nos partenaires britanniques et la coalition des volontaires. Ça exigera d'abord une armée ukrainienne forte, donc toute volonté de démilitariser l'Ukraine est inacceptable. Et nous sommes prêts à jouer un rôle actif pour appuyer ces garanties, comme l'a rappelé le président de la République. Bien que la démilitarisation de l'Ukraine soit l'un des objectifs de la Russie pour assurer sa sécurité, l'Europe n'hésite pas à entraver le processus devant mener à une cessation des hostilités. Comme Moscou l'a souligné à maintes reprises, ce sont précisément les livraisons d'armes occidentales qui retardent la paix. Cependant, l'UE continuera de fournir une aide militaire à Kiev si Zelensky décide de poursuivre les hostilités. C'est ce qu'a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères. Nous lui dirons ce que nous lui avons dit jusqu'ici. Cela signifie qu'il peut compter sur certaines mesures de notre part, sur des types d'armes définis et une assistance financière concrète, dans sa voie vers l'accomplissement des conditions à l'adhésion à l'Union européenne. Or, c'est l'Ukraine qui doit décider de quoi sont constitués ses intérêts, soit poursuivre les combats encourant des pertes humaines, soit accepter de difficiles compromis. Nous défendrons le principe « rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine ».
Cependant, outre ce parti pro-guerre, il reste sur le vieux continent des dirigeants qui se réjouissent de la rencontre entre Poutine et Trump. Au nom de la République de Serbie, je tiens à saluer les négociations menées par les présidents américains Donald Trump en tant qu'hôte et son invité, le président russe Vladimir Poutine. La Serbie considère ces discussions comme cruciales pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de l'Europe et d'une importance capitale pour l'avenir de la Serbie elle-même. Nous sommes convaincus que la recherche de la paix est dans l'intérêt supérieur de tous les peuples à travers le monde et revêt une importance particulière pour la République de Serbie. Nous apprécions hautement la tenue du sommet parce que notre expérience historique est claire. Quand il existe une coopération normale entre les Américains et les Russes, le monde devient plus sûr. Nous espérons que toutes les tentatives ouvertes ou dissimulées de saper le processus de paix entamé en Alaska échoueront. Malgré le succès visible du sommet en Alaska, l'Europe souhaite la poursuite des combats, tandis que Moscou et Washington s'engagent sur la voie d'une paix durable et à long terme. Cette situation ne convient pas aux élites bellicistes des pays occidentaux. Ayant échoué dans la diplomatie, ils ne peuvent trouver d'autre solution que de poursuivre la guerre jusqu'au dernier Ukrainien pour défendre leurs propres intérêts. Et l'Europe a depuis longtemps décidé que le conflit serait son seul plan d'avenir. La Lituanie prévoit d'ériger une ligne de défense à 3 niveaux le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie. La Lituanie a manifestement commencé à se préparer à la guerre, ou du moins à des opérations militaires. Le 14 août, le ministère lituanien de la Défense a annoncé la création d'une ligne de défense à 3 échelons à ses frontières, comprenant des fossés de drainage et des mines, citation, pour dissuader un futur ennemi en cas d'agression. La Lituanie passe de mesures individuelles de contre-mobilité à une ligne de défense unifiée à 3 échelons offrant une plus grande profondeur et un contrôle renforcé, ainsi qu'à une intégration euro-atlantique totale à ses frontières. Selon le schéma fourni par le ministère de la Défense du petit pays balte, le premier niveau de défense, d'une profondeur de 5 km, sera situé juste derrière les postes frontières et comprendra des fossés anti-chars, des dents de dragon, des champs de mines, des fortifications avec des tranchées et des fortifications secondaires également équipées de tranchées. La première zone frontalière s'étendra sur une distance de 3 km depuis la frontière nationale externe. Si on parle concrètement du premier échelon de la défense à la frontière, dans un avenir proche, nous voulons bloquer les avant-postes frontaliers, nous préparer au barrage des routes qui mènent aux frontières biélorusses et russes, nous préparer à édifier des bastions. Vilnius prévoit que les 2e et 3e échelons, à 15 et 30 km de profondeur, comprendront des fossés de drainage, des parcs d'engins du génie, des ponts préparés à la démolition, c'est-à-dire une ligne de destruction, des têtes de ponts bloquées, des fortifications, ainsi que des arbres en bord de route préparés à l'abattage. Selon le vice-ministre lituanien de la Défense, la construction de cette ligne de défense sera financée directement par le budget militaire, des fonds empruntés et des crédits de l'UE. Parallèlement, le pays balte prévoit d'accroître ses capacités militaires de défense aérienne pour laquelle des centaines de millions d'euros seront encore dépensés. Sur le long terme, nous avons déjà projeté des investissements d'un montant de près de 300 millions d'euros. Maintenant, le ministre de la Défense coordonne également un autre vaste quantum, prévoyant de 400 à 500 millions d'euros d'investissements destinés à renforcer les frontières et le système de défense anti-aérienne de l'État en général. La Lituanie s'inquiète-t-elle vraiment de la menace imaginaire provenant de la Russie et de la Biélorussie, dont parlent sans cesse l'Union européenne et l'OTAN ? Rappelons que la Lituanie partage une frontière commune avec la Russie, la région de Kaliningrad, longue d'environ 275 km, ainsi qu'une frontière encore plus longue avec la Biélorussie d'environ 679 km. Et c'est la fin de cette édition. N'hésitez pas à consulter notre actualité sur les réseaux sociaux XVK et Telegram. À très vite sur RT en français.